Bonjour Louis-Paul, ça va bien? Bonjour Julie, ça va très bien, merci toi-même. Oui, merci de te prêter au jeu de parler des vrais enjeux des gestionnaires. Donc tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter? En fait, mon nom, c'est Louis-Paul Bourdon. Président, directeur général de Targo Communication. Exactement. Donc, la première fois qu'on s'est rencontrés, justement, on a voulu parler ensemble de performance organisationnelle. Donc, c'était dans ce contexte-là qu'on s'est rencontrés la première fois. Je ne sais pas si tu t'en souviens, oui. Notre première rencontre. Puis aujourd'hui, mais justement, je t'ai invité pour qu'on parle d'opération parce que je sais que ça a été au cœur là, de toutes tes transformations que tu as voulu faire dans ton entreprise, des défis aussi que tu as vécu. Donc, tu sais, je te pose une question comme ça. Est-ce que tu trouves que gérer les opérations, puis je sais que tu es très impliqué dans les opérations parce que, tu sais, même si tu essaies de déléguer, je sais que tu es très impliqué. Oui. Donc, est-ce que tu trouves ça plus difficile aujourd'hui, gérer la performance opérationnelle d'une entreprise que ce que c'était quand tu as débuté il y a 20 ans? Je te dirais oui, facilement. Si on fait une comparaison, un saut, à l'époque, j'étais tout seul, donc évidemment, j'avais plus de chapeaux. Puis, si on recule encore plus loin que ça, je dirais, plus c'est difficile, on va dire, même à l'époque de la colonisation, moi, chacun devait faire tout. Devait être vétérinaire, devait être père de famille, devait être commerçant, devait être tout. Dans une entreprise, c'est un peu ça quand tu pars, donc tu n'as pas le choix de faire tout, avoir tous les chapeaux. Tu ajoutes un employé, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui va aussi voir de porter plus de chapeaux que dans les méga entreprises où chacun est morcelé, au fait, a sa petite tâche à faire. Ce que je vois aujourd'hui, principalement, c'est ça, c'est qu'avec la centralisation des entreprises, on vit beaucoup plus ce phénomène-là où c'est des grandes entreprises qui modélisent, on veut, puis ça fait en sorte que les gens sont très compartimentés. Finalement, ils vont faire une seule tâche, des silos, donc ça demande beaucoup plus de superviseurs, beaucoup plus de poids, c'est surtout beaucoup plus de poids sur l'organisation parce que chaque personne n'est pas autonome à 100%. Mais oui. Donc, tu vois, s'il y a un papier par terre, par exemple, justement, c'est pas ma job. C'est le concierge qui va aller là ramasser. Exactement. Ouais, donc, on voit de plus en plus ce phénomène-là aujourd'hui. Peut-être, je ne sais pas si avec justement la facilité de la technologie, ça fait en sorte que les gens sont peut-être moins portés justement sur l'environnement, sur voir qu'est-ce qu'il y a autour d'eux, mais sont plus portés sur leur téléphone, sur qu'est-ce qui va les stimuler beaucoup plus. C'est quelque chose, en tout cas, que oui, j'ai effectivement remarqué que la difficulté au niveau de l'organisation, au niveau de comment on pourrait dire, c'est ça, les opérations, la gestion. La gestion ça des demande opérations. Beaucoup plus, disons, de structure, puis on va dire, le mot principalement là, que je vois, là, c'est qu'il y a un manque peut-être de discipline aussi par rapport au travail, si on veut. Peut-être que c'est négatif, je vais dire ça comme ça. Mais on est là pour parler des vraies choses, puis donner justement le portrait de ce que c'est, parce qu'on le sait, là, au Québec, on est en arrière. Beaucoup, comparativement à d'autres pays, sur la performance opérationnelle dans nos organisations. Donc, pour être capable de s'améliorer, il faut porter un regard qui est juste. Dans le but de pouvoir justement s'améliorer. Donc, toi, là, on sait que tu as voulu mettre une structure. Tu sais, quand tu parlais de collégialité, tout ça tantôt, on a parlé souvent ensemble aussi de structure horizontale. Tu sais, plus rendre les gens autonomes pour que les gens soient plus impliqués aussi, avoir de l'engagement. C'est quoi un peu les enjeux que tu as vécu justement dans la mise en place de cette structure-là? Tu sais, parce qu'il y a des très bons côtés, mais moi, ce que je veux voir, c'est l'envers de la médaille. Donc, c'est quoi les défis que tu as vécu au niveau de la structure qui est plus dans la collégialité? Bien, en fait, le fond, c'est plus difficile si on veut parfois apporter des points. Aujourd'hui, principalement, je dirais initialement, c'est des gens qui étaient proches de moi. Donc, par exemple, ça peut être de la famille, ça peut être un cousin, ça peut être des amis. Des amis. C'est dans le fond, il y a une proximité qui fait qu'il y a déjà un travail, puis il y a déjà, si on veut, une loyauté qui s'installe. C'est certain que plus on ajoute de personnes, il y a une distance qui est créée naturellement. Puis, tu as besoin quand même. On essaie d'être le plus amical possible, essayer de demander de façon à ce que ça ne soit pas l'air d'un ordre trop directif. Trop directif, exactement. Donc, pas comme si c'était un esclave qu'on avait. En fait, nous, on oriente toujours ça en fonction justement du client, du service client, parce que chaque client me tient à cœur. Donc, c'est certain qu'on oriente justement soit la performance, peu importe, les opérations en fonction que c'est axé sur le service au client, donc que le client soit bien servi parce que c'est quelque chose pour moi qui me tient à cœur énormément. Donc voir
je te dirais, au quotidien, les principaux défis, c'est certain, ça a été de déléguer certaines tâches à des sous-chefs, si on veut, des superviseurs, exactement, qui ont... Puis c'est sûr qu'il y a du coaching aussi qui vient là-dedans, là, qui permet justement d'amener les objectifs. Donc, personnellement, d'amener mes valeurs dans l'entreprise pour qu'on aille dans la même direction, c'est certain. Puis est-ce que tu sens que, tu sais, si tu penses à ton entreprise, là, son évolution dans les dernières années, comment est-ce que tu as vu les opérations? Est-ce que tu sens que la performance organisationnelle est à un niveau qui te fait plaisir? Tu sais, est-ce que tu sens qu'il y a de l'amélioration possible? Est-ce que tu sens que les gens, tu as toute la recette pour être capable de les faire avancer ensemble et de te donner le maximum de performance? Je te dirais que je suis quand même chanceux ou privilégié, disons, d'avoir une équipe qui est quand même assez performante, que j'ai transmis mes valeurs, puis mon amour des clients, si on veut, là, moi. Mais c'est certain qu'il y a toujours de la place à améliorer. En fait, en ce moment, c'est sûr qu'il y a des situations où on dirait la pénurie de main-d'œuvre, qui fait en sorte que on a traversé des étapes où est-ce qu'on devait prendre un petit peu tout le monde qui passait, puis essayer de les former. C'est sûr que la recette, c'est d'avoir une bonne formation, puis d'avoir du suivi aussi, beaucoup. Suivi, là. Exactement. Mais aussi, nous autres, on appelle ça des wizards, en fait, des espèces de procédés, si on veut, qui sont plus faciles à suivre, parce que justement, ça demande moins de réflexion, moins de mémoire, de fond, pour former quelqu'un. C'est quelque chose ça nous a permis justement de grandir. Mais la recette, disons, il n'y a pas de recette parfaite, pas de recette miracle. On fait avec ce que les gens, chaque être humain peut offrir avec ses talents. Donc, on essaie de motiver ou plutôt stimuler les personnes à développer leurs talents, donc à se rendre, comment je peux dire, satisfait ou... dans son plein potentiel. Exactement. Puis est-ce que as-tu des situations que tu pourrais nous partager, un exemple de conflit là, que tu as vécu justement lié à une de tes interventions que tu as voulu faire avec tes employés pour augmenter la performance opérationnelle? Puis ça n'a pas tourné comme tu le voulais. Bien, il y en a certains. Là, c'est certain. Si j'en ai beaucoup que je pourrais énumérer, mais entre autres, nous, on avait des échéanciers, surtout pour certains projets, des grands projets, peu importe que ce soit avec un client ou est-ce qu'il a besoin d'Internet ou un service très rapidement, des échéanciers, disons, des projets gouvernementaux, par exemple, c'est selon des dates limites de butoir, donc on n'a pas le choix de rendre des comptes. Et c'est arrivé à un moment donné, on fallait atteindre cette date-là, donc je dois, disons, donner des primes de performance. Puis donc, il y a certains employés qui pouvaient performer au double de la norme. Donc, ça fait en sorte que d'autres employés se considèrent moins que rien. Donc, ça peut les dévaloriser, donc, puis là, commencer à se saboter, puis penser qu'ils ne font pas la job. Donc, il y a une notion, dans le fond, la performance, c'est pas le même, ça n'a pas le même sens pour tout le monde, dans le fond. Il y en a qui, c'est juste, ils vont se présenter. Mais qu'est-ce que la performance, tu sais? Exactement. C'est se présenter ou faire beaucoup de bouger, faire beaucoup de bruit, c'est pas nécessairement de la performance. Il y en a qui vont faire beaucoup de travailler inefficacement. On voit beaucoup d'employés qui font des heures et des heures, mais ne se sont pas questionnés sur la façon qu'ils faisaient les choses, puis il y a peut-être de l'efficience à aller chercher, justement. Exactement. En fait, le principal, c'est souvent l'esprit de compétition. Il y en a que c'est très sain pour eux, la compétition dans le marché. On le voit avec les entreprises, nos concurrents, par exemple. On a de la compétition, donc on n'a pas le choix de suivre le marché. Les entreprises, c'est ceux qui essaient d'amener, comme nous, c'est ça, on essaie d'amener un concept de il faut servir le client, il faut être au-devant de la compétition. C'est surtout axé sur le client, comme je le disais, mais c'est pas tous les employés qui vivent de la même façon cet appel à la performance. Là. Donc, cette valeur-là aussi, c'est une valeur à la base. Exactement. De sentir que d'optimiser son temps, comme tu parlais tantôt, justement, d'organiser son travail ou d'amener ses outils, de planifier à l'avance sa job, dans le fond, son travail, pour faire en sorte de ne pas faire beaucoup de déplacements inutiles. Donc, c'est quelque chose... en fait, j'en ai plusieurs expériences qu'on pourrait nommer, mais c'est sûr qu'il y a certaines expériences, on va dire que c'est des situations particulières, puis un petit peu plus privées, on pourrait dire. Là. Oui. C'est sûr qu'on ne va pas aller trop là-dedans, mais je dirais, en règle générale, les jeunes répondent bien lorsqu'il y a un anan ou quelque chose. Une motivation extrinsèque. Là. Exactement, ça c'est beaucoup. C'est sûr que
l'attrait, l'autre aspect que je vois principalement là, dans pas les jeunes générations nécessairement, mais dans la dernière décennie, c'est avec les médias sociaux. Tout ce qui est stimuli technologique, dans le fond, fait en sorte justement que l'attrait ou la créativité elle est moins présente. Dans le fond, le confort, si on veut, ou le réconfort de ces technologies-là amène le fait que, bon, s'il y a un ennui, s'il y a une période de pause, on va prendre du temps un peu plus sur les technologies, justement, sur les divertissements externes, donc la gratification ou la satisfaction extrinsèque toujours, donc la dopamine. Oui, la dopamine. En fait, ça déconnecte un peu les gens de la socialisation puis toute la synergie du travail. Fait que c'est sûr que dans les 10 dernières années, ça a changé beaucoup. Puis on le voit. Puis il y a des études qui ont été faites aussi où est-ce qu'ils ont coupé les distractions à des groupes puis ont pu réduire la semaine de travail vraiment considérablement, là, de 25-30% pour arriver au même travail juste en coupant les distractions. Fait que tu sais, on le sait que oui, effectivement, ça joue beaucoup sur la performance des employés. Puis pas juste performance, exécuter des choses, c'est toute la synergie d'équipe qui va venir se bâtir autour de ça. C'est vrai. Fait que c'est sûr que ça change le portrait. Puis, est-ce que tu sens que la pénurie de main-d'œuvre, ça a changé ta façon de gérer les opérations, tu sais, qui t'est devenu plus soft, on va dire, avec les années, par peur de perdre des gens? Est-ce que ça t'est arrivé? C'est sûr que j'ai quand même eu des bons employés, comme je le dis, je suis privilégié pour ça, mais oui, effectivement, on tolère un peu plus. Justement, on se dit, la personne peut changer, peut-être que je vais voir son talent avec le temps. Genre, c'est certain qu'on n'a pas le choix de tolérer un peu plus. Puis parfois, moi, ce que j'ai toujours remarqué, c'est que même si quelqu'un n'est pas parfait à 100%, s'il fait 50% du travail correctement, c'est 50% de moins sur les épaules des autres. Donc, il y a un enjeu aussi de dire, bon, on a ça. Enfin, on n'est pas parfait, personne, donc on est capable de travailler avec l'équipe qu'on a. Donc, c'est sûr que, comme je dis, il y a des meilleurs compteurs que d'autres dans une équipe, comme une équipe sportive, c'est le même principe. Donc, mais ça prend des gens en soutien ailleurs. Donc, c'est certain que je vois plutôt les attitudes. Donc, le savoir-être. Le savoir-être aussi, c'est super important. C'est sûr que la performance, c'est un enjeu. C'est quelque chose que, oui, dans le contexte justement de mondialisation, de centralisation des entreprises, c'est quelque chose qui fait qu'on n'a pas le choix de suivre la cadence. Puis le rythme est de plus en plus effréné sur certains points. Mais l'attitude, donc le plaisir d'être au travail, de faire partie d'une équipe, ben, c'est sûr que ça fait toute la différence. Oui, on dit toujours, on engage quelqu'un pour ses compétences, mais on le congédie pour son attitude. C'est très vrai, oui. Ça, c'est souvent le cas. Fait que j'imagine que tu as eu à vivre ça aussi dans le contexte du travail. Tu sais, on parle d'attitude, là. Tu as eu des attitudes, oui, qu'on tolère des fois. Puis moi-même, je l'ai fait, là, en gestion des opérations. J'ai eu des employés qui étaient tellement compétents que j'ai gardé en me disant, ben, tu sais, ils sont super compétents, mais il y avait une attitude toxique, là, tu sais. Puis j'avais toujours le line-up sur le bord de mon bureau le matin avec les gens qui disaient, Julie, ça n'a pas d'allure, il m'a dit ci, il m'a dit ça. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, ben ça tu sais, dans le fond, tu gagnes en compétences d'un côté. Oui, tu as comme quelqu'un d'extraordinaire, mais de l'autre côté, il pollue. Il vient polluer littéralement comme 10 personnes à chaque jour dans ta petite équipe. Donc, c'est sûr que ça joue sur la performance. Effectivement. Bien, c'est sûr que des fois, tu n'as pas le choix de compenser. Justement, on engage un peu plus. Puis là, il y a beaucoup plus de risques de friction. On a des individus différents avec, comme on parlait à un moment donné, des types psychométriques, un peu les types de personnalités qui peuvent ne pas être compatibles. Tu n'as pas le choix de dire, bon, j'ai un 50% ici, je vais compléter avec quelqu'un d'autre, mais là, des frictions. Si ça avait été une personne, justement, qui englobe toutes les compétences, ça aurait été plus simple. Donc là, cette complexité-là de gérer plus d'individus, plus de frictions, c'est un défi énorme là, actuellement. Oui, puis tu sais, nos formations de gestionnaires, de superviseurs ont comme pas suivi. Tu sais, dans le sens qu'on a formé beaucoup, où on a mis en poste des superviseurs qui étaient bons techniquement, tu sais, qui étaient là depuis longtemps, qui étaient loyaux, qui étaient un peu plus comme des mentors, puis on les a mis dans des positions de leadership. Mais tu sais, on n'est plus juste dans une main-d'œuvre homogène, tu sais, qui est toute pareille, qui suit toute pareille avec les mêmes valeurs. On est vraiment maintenant dans une diversité de main-d'œuvre avec un multigénérationnel, avec un système de valeurs qui est différent. Fait que tout ça mis ensemble n'a jamais eu autant d'incidence sur la performance d'une entreprise. Parce qu'on le sait, tu sais, ce que tu dis, les conflits de personnalité, là, tu sais, ça peut durer des semaines, ça peut durer des mois, puis on sait que ça affecte le moral des troupes, ça fait de la distraction, donc ça nous empêche de gagner tout le monde ensemble. Là. Effectivement, c'est un bon point que tu amènes.
En fait, c'est sûr que le conflit générationnel, on n'a pas le choix de travailler avec ça. Donc, on a souvent des gens qui vont être des exemples, comme j'en ai des personnes qui étaient près de la retraite, justement, qui sont là normalement pour donner des exemples, mais c'est sûr que les jeunes, plus jeunes, donc c'est pas nécessairement seulement les plus jeunes, mais c'est normal, ils vont voir l'autre peut-être comme une menace ou comme une espèce de confrontation envers leur style de travail, dans le fond, parce qu'il y en a qui seront moins axés justement sur l'assiduité, peut-être plus axés sur le plaisir au travail. Donc, c'est vraiment, là, comme tu dis, des valeurs qui sont différentes. Un clash de valeurs. Si on l'entend, là, les jeunes disent « Ah, ben là, eux autres, c'est juste travailler, trop directif. » Puis d'un côté, on entend les baby-boomers dire « Ben les jeunes, ils veulent juste du plaisir, ils veulent pas travailler. » Puis, tu sais, ils veulent pas faire d'overtime. Donc, tu sais, on sent vraiment ce conflit générationnel-là. Fait que, puis toi, en plus, tu es dans un milieu rural. Oui. Donc, tu sais, tu dois faire face quand même à ça dans ton entreprise. Oui. Beaucoup. En fait, c'est sûr que moi, ce que je remarque principalement, c'est que malgré que certains vont faire moins d'heures, vont dire je vais axer un peu plus sur le plaisir, il y a en général dans la société moins de bonheur. Je dirais, les gens sont plus médicamentés, tout ça. Donc, il y a nécessairement comment je peux dire, aussi, pas un clash, mais une contradiction par rapport à ce que on peut dire, parce qu'on pensait que seulement travailler moins, faire plus de party, c'est plus bénéfique, si on veut, alors que c'est peut-être l'inverse. Des fois, il y a une recherche de responsabilité, de sens qui va amener plus de bonheur. Tu sais, dans le fond, l'accomplissement, des fois, dans quelque chose où tu es bon, dans le développement de tes talents, peut t'amener plus, des fois, d'enrichissement, plus de plaisir, de bonheur réel. On parle de sérotonine plutôt que de dopamine, donc qui est plus durable. Puis c'est souvent ça qui manque, qu'on partage moins, si on veut justement, quand on parle de coaching, dans les générations passées, dans le fond, on peut-être pas nécessairement partagé cet aspect-là. Donc, on fait leur travail. Ben, c'est une valeur, des fois, qui était acquise, c'était inné pratiquement. On dit, on vivait avec un système de valeurs qui était présent. Qui était homogène. Puis on n'a pas eu à déléguer ça, on n'a pas eu à passer à la prochaine génération parce qu'on se disait que ça allait de soi. Donc, et les gens ne changeaient pas d'emploi avant non plus. Exact. Donc, les gens passaient 20-30 ans dans l'entreprise, puis restaient là. Dans le fond, c'était une fierté de travailler 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, taux de roulement à 47 depuis le début de l'année. Donc, est-ce qu'on arrive à avoir des équipes matures et performantes? Tu sais, quand on sait que la moitié de notre équipe va être décimée dans l'année, puis on va devoir recommencer. Fait que, tu sais, ça nuit aux opérations, c'est certain. Énormément. Tu veux justement moins investir. Tu dis, bon, peut-être il va partir. Là, tu investis beaucoup de temps. Donc, c'est certain, l'efficacité en prend un coup, c'est certain. Donc, ce qu'on voit justement, c'est que l'effort mis sur la formation de chaque nouvelle personne, c'est sûr que j'ai pas beaucoup de roulement quand même, mais je comprends puis je connais beaucoup d'amis entrepreneurs qui ont le problème. Donc, c'est certain que tu hypothèques des ressources qui sont nécessaires à ton entreprise pour former des nouveaux qui vont s'en aller. Donc, on parle d'hormones, là, cortisol augmente, gestion du stress. Tu sais, les statistiques au niveau du stress sont importantes aussi sur les ressources qui sont là puis qui essaient de survivre à tout ça, à tous ces changements-là. Fait que ça a quand même un impact sur la vie de ces gens-là, sur la performance globalement. C'est vrai. Puis dans tes stratégies, on va parler de stratégie un peu comme dernière question. Est-ce que tu as une stratégie que tu voudrais partager? Qu'est-ce qui t'allume là, pour les prochaines... On ne peut pas parler aujourd'hui de 5 ans, hein, c'est bien trop loin, il y a trop de choses qui vont changer, mais dans la prochaine année, sur quoi tu vas mettre justement l'emphase dans ton entreprise pour améliorer la gestion de tes opérations, améliorer la performance organisationnelle? Bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs. Là, je dirais le principal, dans certaines équipes, dans certains départements, nous, on mise un petit peu sur les primes de performance. Donc là, ça augmente l'attrait à être efficace, puis en même temps, ça stimule l'employé à devenir justement, à développer ses talents, ses compétences. Mais au niveau, je te dirais, de l'organisation en général, c'est certain qu'on essaie d'optimiser les outils. Par exemple, si on parle de programmation, d'automatisation de certaines tâches qui vont alléger le fardeau de la mémorisation de chacun, c'est quelque chose qu'on investit beaucoup, nous. Enlever la charge cognitive un peu. La charge cognitive, exactement. Puis, je te mets donner les outils
qui permettent justement à la personne de s'organiser. Puis on parle d'outils, ça peut être juste le principe, nous autres, d'agenda. Donc, pour chaque personne, c'est certain, on a un agenda qui est partagé, puis on envoie des tâches. Donc, le suivi se fait de façon le plus automatisée possible. Même que le client, éventuellement, peut se servir, peut faire quelques tâches, parce que l'objectif, c'est que le client, peu importe quand il appelle, il soit capable d'avoir une réponse, à tout le moins qu'il peut, parce que ça peut arriver, si on a un volume d'appels important, on ne peut pas avoir 200 employés en backup, si on veut, qui vont être là pour attendre le client. Donc, il y a une notion justement d'équilibre de charge, puis là, on doit prévoir justement les outils qui vont permettre au client d'être satisfait, parce que c'est ça mon objectif, moi, comme je dis, le client me tient à cœur, c'est au centre avec la pénurie, pas nécessairement juste la pénurie de main-d'œuvre, avec le télétravail depuis, avec la pandémie, ce qui est arrivé, les employés ont commencé à vouloir travailler de la maison, n'avaient pas le choix pratiquement. La majorité des gens qui font du télétravail sont comme une entreprise en soi. Dans le fond, là, moi, je vois ça plutôt comme je sers le gagne-pain ou je m'assure que le gagne-pain de cette personne-là soit 100% fonctionnel. Donc, que son travail puisse être toujours opérationnel. Donc, s'il arrive une situation, justement, qu'il y a un problème, il faut que ce soit réglé rapidement. Je veux que soit le technicien puisse avoir accès rapidement à tous les outils de l'entreprise ou l'employé. Donc, c'est certain que l'aspect de développement d'outils, on n'est pas rendu à l'intelligence artificielle qui va faire tout pour nous, mais à tout le moins des outils que en self-serve, que l'employé ou le client puisse facilement vraiment voir tout le global, si on veut, s'il arrive un problème au niveau de la facturation, qu'on peut savoir si c'est à cause de ça. Par exemple, que le client est coupé, ça peut arriver, puis le client peut payer, donc réactiver son service automatiquement. Donc, ça nous aide pour la pénurie de main-d'œuvre, pour faire en sorte que les employés soient plus mobilisés. C'est certain travaille sur ce qui a une valeur ajoutée là, aussi. Exactement. Mais ensuite, c'est pour se motiver ou chercher à développer les talents, parce que c'est là où on parlerait de coaching, dans le fond, de formation. Là, c'est un aspect qui nous intéresse aussi parce qu'on veut développer pas seulement l'employé, mais l'humain derrière l'employé. Donc, absolument. Parce que là, c'est aussi l'attitude envers les autres. Donc, c'est un enjeu de performance aussi, parce que si jamais tu te lèves le matin et ça ne te tente pas parce que tel, tu ne veux pas y voir la face, c'est pas quelque chose qu'on veut. Là. Donc, on veut essayer de voir en sorte de faire en sorte que chacun puisse comprendre l'autre, comprendre un petit peu comment réagir. S'auto-réguler aussi. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'aspects à regarder, à prendre en compte, là, dans le fond, dans une organisation. Je te dirais principalement, c'est ça nos objectifs, nos stratégies actuellement. Bien, merci d'avoir partagé tous ces faits-là avec moi aujourd'hui, puis d'avoir partagé aussi ton histoire à travers tes stratégies de gestion que tu as pu mettre en place avec Targo. Est-ce qu'on dit Targo Communication ou Targo? Bien, Targo tout court, parce que communication, souvent, c'est trop long. Donc, Targo. Donc, Targo. Donc, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Julie. Puis à la prochaine. À la prochaine.